Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la table ronde, donc Seul contre tous, figure de la rébellion dans la SF et de manière générale dans l'imaginaire. Donc voilà, les trois personnes ont été présentées. Je vais juste remettre un petit peu leur livre. Donc Camille, qui a écrit dernièrement Rue ainsi que Le Chien du Forgeron. Patrick, qui est connu pour avoir écrit le cycle de Sylph avec Enfant de poussière et le dernier volume qui vient de sortir, excusez-moi, Le Chien et la charrue. Les chiens et la charrue. Et donc Chris Vulkinevich, je me suis entraîné, pour le dernier jour d'un monde oublié. Alors donc la figure du rebelle dans l'imaginaire est une constante assez régulière. Moi, ce qui m'intéresserait de vous poser comme première question, c'est à quel moment un personnage, aussi important soit-il, prend le pas sur les mouvements sociaux qu'on peut décrire soit dans la science-fiction, soit dans la fantasy. C'est-à-dire qu'à quel moment on personnifie un peu trop justement ce personnage par rapport au mouvement en place. Camille, tu veux commencer? Alors, je ne sais pas à quel moment on personnifie un peu trop, mais je pense qu'on peut peut-être faire juste un petit pas de côté pour revenir peut-être à la création du personnage quoi, dans l'histoire littéraire du roman tel qu'on le pratique maintenant en fiction. Donc bon, pour ceux qui ne sont pas trop portés là-dessus, c'est grosso modo le 19e siècle qui nous donne ça, avec le roman réaliste, mais pas que, le roman historique, etc. On a vraiment cette manière, notamment chez Balzac, où on va avoir la création de types, hein, on va faire coaguler, si on veut, tous les signes d'une classe sociale, d'une situation matérielle, dans un type de personnage. Donc voilà, par exemple, vous allez avoir toute ressemblance avec une personne réelle sera complètement fortuite. Le personnage de Rastignac, l'ambitieux, prêt à tout, voilà, etc. Qui matérialise, qui représente tel un symbole finalement un groupe social. Cette création du personnage dans le roman va être contestée plus tard, notamment au XXe siècle. Alors, voilà, on va avoir par exemple tout le mouvement dit du nouveau roman autour des éditions de Minuit avec Alain Robbe-Grillet et compagnie, où on va essayer de déstructurer. Je vais très très vite, hein, c'est vraiment à très gros traits, je suis désolé, cette relation du personnage à la narration, etc. C'est vrai que, en fait, quand on pense au roman, on pense spontanément, alors je dis on, c'est vraiment dire le sens commun, voilà, encore une fois, je caricature vraiment très grossièrement, on pense personnage, on se dit action, quelqu'un à qui il arrive quelque chose. Et du coup, c'est vraiment, si on parle directement dans l'action politique représentée dans la fiction, à mon sens, c'est vraiment pour le coup un cas très limite, parce que finalement, cette limitation du poids des institutions, pour le coup, sur un seul personnage par lequel on vous voit l'histoire, notamment le cas type, c'est le Winston de 1984, par exemple, de George Orwell, ou par exemple le protagoniste pour un truc plus récent, Running Man de King, ou voilà, je regardais il n'y a pas longtemps Le Prix du danger d'Yves Boisset, le film, adapté de Robert Sheckley, voilà, où vous allez avoir un personnage qui est face finalement au monde entier. Il me semble, et alors vraiment je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas omniscient, mais il me semble que ça peut avoir une certaine tendance, vous me contredirez peut-être, à faire de ces personnages, alors non moins des cas types que des hommes, pour le coup, seuls contre tous et destinés à échouer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se souvenir, on se souvient beaucoup de 84 pour la société qu'elle est décrite, etc. Mais je pense qu'il faut se rappeler que dans 84, à la fin, le protagoniste, Winston, perd. Et notamment, il perd pas vraiment, puisqu'il gagne, mais il gagne contre lui-même. Hein. Le roman se conclut par une partie d'échecs qu'il joue contre lui-même, sous le regard de Big Brother, qu'il apprend à aimer. Et donc, il y a vraiment, je pense, une leçon qu'on peut tirer de ça, qui inciterait à avoir des narrations peut-être plus collectives et plus sociales, peut-être. Ok. Donc, à titre de référence, Camille est fatiguée aujourd'hui. Alors pour essayer d'apporter un propos complémentaire à ce que tu viens de dire, je vais te rejoindre sur, peut-être partir un petit peu plus en arrière sur la figure du héros
et notamment, en gros, quel est le rôle social du héros dans toutes les formes littéraires qui vont être empruntées au mythe. Et ce rôle social, en gros, c'est d'une part d'être un exemple, et d'autre part de légitimer un certain ordre du monde ou une certaine manière dont le monde est pensé. Puisqu'en gros, la figure de l'élu va toujours systématiquement cristalliser une sorte, soit quelque chose d'un peu flou comme le destin, soit très directement la volonté des dieux, quoi. La prophétie. Voilà, la prophétie, etc., etc. Du coup, puisque en gros ta question c'était à quel endroit l'écueil il arrive. Pour moi, il arrive très vite. Pour moi, il arrive à cet endroit-là, en fait. C'est qu'à partir du moment où on est dans en fait une surindividualisation d'une part d'un personnage, et d'autre part on est dans en fait l'extraction de ce personnage de ses circonstances. C'est-à-dire qu'en fait on est dans un rapport, j'en parlais hier soir, désolé pour la réédite, mais on est dans une vision essentialiste en fait du héros, qui est réduit à ce qu'il est par nature, il ne peut pas être autre. En fait, ça l'extrait totalement de ses circonstances. C'est-à-dire que du coup, on ne pense plus le personnage ou le héros en fonction de la manière dont il va, agripper le monde. On le pense simplement. En gros, le héros est à la fois au-dessus et en dehors du monde qu'il habite. Et du coup, pour moi, l'écueil il se situe là dès la base, en fait, avec cette figure-là. Voilà. Chris ? Il me semble qu'une des manières de contourner cet écueil, qui existait depuis longtemps mais qui a été rendu hyper populaire dans nos genres par notamment George Martin et Le Trône de Fer, c'est les multiples points de vue de plusieurs héros qui viennent de différents milieux et qui permettent peut-être de nuancer un petit peu ça et de ne pas avoir un seul point de vue unique et d'avoir plusieurs personnages sociaux qui, même s'ils sont archétypaux, sont chacun dans un milieu et donc permettent de faire des parallèles et de sortir un petit peu de ce point de vue unique, il me semble. Moi, j'ai une petite question, du coup, Julien, je me permets, c'est moi qui hack la table ronde. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui est suffisamment docte pour savoir à quel moment le roman choral apparaît, en fait, dans le... Parce que moi, je vois bien des ramifications, genre avec peut-être le théâtre antique, où du coup, on a plusieurs personnages et du coup plusieurs voix, mais... Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment dans le cas de George Martin de roman choral, dans la mesure où c'est vraiment un narrateur omniscient qui se focalise à travers les points de vue, mais en tout cas, ce procédé-là, je pense qu'on peut le faire remonter au moins jusqu'au 19e, ça c'est certain. Après, je ne suis pas très fort en 18e, s'il y a des 18e-istes dans la salle, c'est le moment ou jamais. Voilà. Désolé. Mais du coup, on revient sur le fameux texte sur le héros au mille visages. Et cette façon dont finalement, tous les romans s'inspirent finalement des mêmes procédés, des mêmes fonctionnements. Mais justement, la lutte est-elle, la rébellion, si elle, comme tu dis, si elle doit être vainqueur, elle ne peut pas le faire de manière solitaire. Donc est-ce qu'à un moment donné, ça rentre pas en fait dans une individuation de le roman, la figure du rebelle, je vais y arriver, n'entraîne-t-elle pas finalement une individuation de la lutte ? Je pense que oui, de fait. Mais au-delà de l'individuation, au-delà de ça, je pensais là à l'instant en fait, encore une fois, désolé, je suis sur mes trucs vis-à-vis de la mythologie, mais en fait l'acte même de rébellion, c'est pareil, en fait, c'est quelque chose qui est traditionnellement, c'est quelque chose qui échappe entièrement au héros, c'est-à-dire que on va avoir des figures de rebelles qui existent, on va dire, quel que soit le rebelle, en fait, il s'agit toujours de renforcer le même ordre. Que ce soit par l'exemple négatif, donc je pense à Prométhée, je pense à Icare. En fait, voilà, quand tu as trop d'hubris, tu te brûles les ailes. Et puis après, on va avoir des figures qui se rebellent, mais en fait qui se rebellent avec la bénédiction des dieux et du coup qui sont là juste pour en fait incarner le changement un changement qui est déjà acté en fait dans les sphères divines, quoi. Du coup, oui, individuation, j'en sais rien.
enfin probablement. Du coup, j'aimerais juste, pour ajouter à ce que tu viens de dire, revenir sur le 19e un instant, parce que c'est vraiment le moment où se cristallise la forme roman telle qu'on la connaît. Et cette question de l'individuation, elle est au cœur du roman du 19e. Parce que c'est aussi le 19e, et c'est là où il faut élargir au sens politique de la forme du roman tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que cette individuation des personnages, cette invention du personnage tel qu'on le connaît, est consubstantielle de la société bourgeoise, individualiste, majoritaire, qui va se constituer au 19e telle qu'on la connaît, en fait. Donc du coup, il y a un vrai questionnement autour des personnages sur, comment dire, le statut politique du personnage en tant que figure. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette forme narrative qui est le roman exprime comme point de vue politique par sa forme. Et c'est-à-dire que si le roman est la confrontation d'individualités seules, égales, dans un jeu social où elles sont les unes contre les autres, etc., eh bien, en fait, on est dans la perpétuation de modèles qui sont des modèles de la société issus de la société bourgeoise capitaliste du 19e, etc., pour lesquels on a un petit peu du mal à s'extraire en tant que société. Après, moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a eu des expérimentations de romans vraiment collectifs, alors peut-être dans leur écriture, je pense notamment, là, je ne l'ai pas encore lu, désolé Yann, mais il y a Subtil Béton qui vient de sortir aux éditions La Talente, qui est un roman écrit à plusieurs mains par un collectif qui sont fondés, voilà, etc. Il y a Wooming aussi, un collectif issu de l'autonomie italienne qui bosse ensemble depuis... alors ils étaient 4, ils sont plus que 3 maintenant, mais qui bossent ensemble depuis genre 20 ans et qui ont écrit littéralement tous leurs bouquins à beaucoup de mains, du coup. Mais en fait, voilà, juste pour mettre un point à ça, la question du personnage et de la rébellion, et après je lâche le micro, promis, en fait, elle nous pose la question de comment on conçoit nos histoires. Et comment on conçoit nos histoires, c'est comment on conçoit notre rapport à la société, notre rapport à l'autre, etc. Et effectivement, se dire, je vais raconter l'histoire d'un personnage tout seul à qui il arrive ça, c'est pas du tout la même chose, politiquement et formellement, que de se dire, je vais raconter l'histoire d'un groupe de personnes à qui il arrive ça, ou je vais raconter l'histoire de cette société à qui il arrive ça. Et il y a une vraie pression, pour le coup, narratologique et dans les... Si vous écrivez un petit peu, vous allez avoir tendance à tomber sur des manuels d'écriture, les trucs de George Truby, par exemple. George Truby, il s'appelle John Truby, merci. John Truby, etc., qui vont... Serge Truby, c'est le cousin. Cette idéologie majoritaire pour laquelle une histoire, c'est un personnage ou plusieurs à qui il arrive des choses, etc. Mais en fait, on n'est pas nécessairement obligé, et encore une fois, là, c'est vraiment un questionnement en cours, c'est pas du tout du prêchi-prêcha, quoi. Je pense qu'on peut faire concevoir une histoire autrement que par ça. Après, il y a plein de textes, voilà. La difficulté étant qu'on s'adresse à des lecteurs, quand on publie, qui, eux, ne vivent pas au 19e siècle, ni avant, ni dans une idéologie ou dans un monde autre, qui vivent aujourd'hui, qui sont construits aussi avec cette idée du roman, avec une vision même romanesque de sa propre vie. On est le personnage de sa propre vie, de son propre roman. Et donc, si on veut amener des lecteurs dans une aventure, dans une histoire, comme le font nos genres, en général, on est à un moment obligé, pour s'adresser à ces lecteurs-là, de passer par le médium du personnage. Non ? De fait, effectivement, ouais, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, si je parle un tout petit peu de moi, c'est quelque chose avec lequel je me bats depuis que j'écris, en fait. On a tendance à me dire, Camille, tes personnages, on est trop loin, on les sent pas, etc. Et moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai l'impression d'être vraiment très très proche de mes personnages, mais je pense que c'est une question de point de vue, une question de narration. Et effectivement, comme on est construit socialement en tant que lecteur, en tant que producteur, en tant que... Voilà, comme ayant besoin de se retrouver à travers un personnage, de se projeter, en fait, on va avoir tendance à chercher ça, et quand cette attente n'est pas remplie, effectivement, il y a déception, quoi. Pour revenir sur la figure du rebelle, est-ce que dans vos lectures à vous, il y a des personnages de rebelles qui vous ont vraiment inspiré, qui ont changé votre vision en fait de votre vie dans vos lectures? Est-ce qu'il y a vraiment des personnages qui ont changé? On parlait de 84, on parlait de Meilleur des mondes. À titre personnel, c'est pas l'imaginaire, mais Spartacus a vraiment été pour moi, par exemple, un personnage qui m'a vraiment marqué. Voilà. Est-ce que vous, oui,
Bon, je t'ai crié, ok. Voilà. Alors Spartacus a été inventé par Monsieur Spartacus en 1982. Non, enfin ouais, j'imagine que tout le monde connaît l'histoire de Spartacus, qui est donc un esclave. Je ne sais pas comment on prononce ça en français. Thrace. Oui. Ok. Qui issu d'une école gladiatoriale proche de Rome, et qui mène en gros un soulèvement d'abord dans son école de gladiateurs, et ensuite qui s'étend à l'ensemble de la péninsule italienne, et qui met à mal, qui met très très à mal même Rome. Et du coup, son histoire a été beaucoup racontée. Moi, la version qui m'a le plus marqué, c'est la version qui a été écrite par Howard Fast. Ouais. Qui, je pense, peut-être c'était même probablement le premier personnage que je lisais qui était en rébellion ouverte, et peut-être même un peu désespéré contre voilà, une institution surpuissante, et qui a clairement forgé, moi ça m'a donné la direction de ce que j'avais un peu aussi envie d'accomplir avec le cycle, à tel point que j'ai inclus de petits clins d'œil au début du tome 2 du cycle au Spartacus de Howard Fast. Voilà. Chris ? Un personnage qui m'a marqué de ce point de vue-là, c'est sans doute l'Antigone d'Anouilh. On parlait tout à l'heure de rebelle destinée à échouer, là c'est vraiment la figure type. Mais parce qu'il y a une beauté aussi malgré tout dans ce genre de combats perdus d'avance qui sont quand même menés jusqu'au bout pour le simple principe de se battre pour ses idées, même si on sait que, voilà, qu'on est destiné à échouer. Je pense que c'est avec une figure qui revient avec le Winston de 1984 dont on a parlé tout à l'heure. Mais oui, c'était une figure en plus féminine, dans le théâtre qui m'a beaucoup marqué sur ce plan-là. Camille ? Moi, j'ai passé au cinéma vite fait, sans prendre trop le pas sur la conférence des gens de Monsieur Bobine de demain. Moi, c'est clairement la figure de Thomas Anderson ou Neo dans Matrix. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et fertile dans la trilogie Matrix, dans la mesure où il y a vraiment un mouvement dialectique sur la figure de la rébellion. Dans le premier film, on se libère, ou on croit se libérer. Dans le deuxième film, en fait, on apprend que notre libération n'était qu'un élément de contrôle, etc. Et le troisième film cherchant à tracer une autre voie, mais est-ce que c'est possible ? Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément à un âge très jeune. Je peux pas en parler. On a tendance quand même aujourd'hui à voir le personnage de la rébellion en littérature de la jeunesse, de plus en plus, avec Labyrinthe, avec toute cette vague de littérature jeunes adultes. Elle est quand même beaucoup plus optimiste. Alors les sociétés sont quand même beaucoup plus destructrices que celles qu'on imaginait, mais souvent on tend vers un optimisme, en tout cas vers une amélioration. Est-ce que vous pensez que c'est propre à la littérature jeunesse d'essayer d'être optimiste, à la littérature adulte de se dire bon de toute façon c'est foutu d'avance, ou est-ce que vous essayez vous d'écrire finalement de la rébellion optimiste? L'enfance c'est notre seule patrie. Non, je pense que ça part d'un truc fondamentalement, j'ai pas d'autre terme, fondamentalement pété, de la façon dont on conceptualise, dont on se conceptualise en tant qu'être humain, avec cette frontière extrêmement définie entre qu'est-ce que c'est un enfant, qu'est-ce que c'est un adulte, et de quelle façon, en gros, à un moment, il faut quand même arrêter avec, tu vois, quand tu es enfant, c'est le moment où tu as le droit de rêver, de penser des trucs, mais bon, à un moment, il va quand même que tu fermes ta gueule et que tu ailles chercher un travail, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus le reflet de ça qu'autre chose. Je sais pas si
Je sais pas si si j'ai quelque chose d'autre à dire que ça. Je pense vraiment que ça part de cette conception fondamentale où on s'arrête, on s'arrête en fait quand on est adulte. Ça y est, on est adulte. Et donc on grandit plus. Une idée avec laquelle je suis profondément en désaccord. La littérature jeunesse en tant que telle, en France en tout cas, à la base, c'était la littérature didactique. C'était des manuels scolaires, parascolaires, qui ont petit à petit évolué en catégories éditoriales comme littérature jeunesse de divertissement, pour le dire très vite. Mais je pense qu'on retrouve quand même malgré tout cette volonté pédagogique, peut-être didactique, d'enseigner à la jeunesse, quand on s'adresse à elle, comment vivre, comment voir le monde, comment agir. Et dans la dystopie, en l'occurrence, comment se rebeller de la bonne manière, avec les bonnes valeurs morales, contre un ordre dictatorial, etc., vers un ordre qui n'est en général pas non plus complètement anarchiste à la fin. On revient à quelque chose qu'on connaît, nous, à peu près, aujourd'hui. Après, quand on pense à la vague de tout ce qui est Hunger Games, Divergente, The 100, etc., ça a fait partie de toutes les vagues de grands succès éditoriaux pour les jeunes adultes, les ados américains. Il y a eu Harry Potter, après on a eu la vague fantasy. Après, il y a eu justement Hunger Games, il y a eu toute la vague des dystopies. Après, il y a eu tout ce qu'on a appelé la cyclite, la littérature de la maladie avec John Green. Voilà, il y a eu plein de vagues comme ça, et donc des vagues derrière. Oui, c'est horrible. Hein. Et donc des vagues comme ça derrière. Oui, voilà, Nos étoiles contraires, etc. Merci. Donc des imitations, on va dire, d'un premier grand succès commercial pour essayer de le reproduire un peu à l'infini en essayant de créer de nouveaux best-sellers pour la jeunesse. Et donc, bah oui, Hunger Games a bien marché. On avait une société extrêmement dure avec une forme de battle royale. On l'a retrouvé beaucoup dans la littérature par la suite, puisque c'était aussi une recette qui marchait, avec des héroïnes jeunes de dystopie qui se rebellaient contre l'ordre établi. Donc, il y a aussi beaucoup je parle de catégorie éditoriale et commerciale, puisque la dystopie pour la jeunesse, en tout cas celle qui est le plus lue par les jeunes et le plus vendue sur le marché, elle s'inscrit là-dedans, en fait, dans ces logiques-là. Alors, les prolétaires n'ont pas de patrie. J'aimerais... comment dire ? Je ne peux pas trop parler de la littérature jeunesse, puisque je n'en écris pas et j'en lis assez peu. J'ai jamais été enfant. Alors moi, j'ai un problème avec le concept de l'enfance et de la jeunesse tel qu'on le pratique socialement, parce que je trouve que l'enfance est un moment d'intense dépossession de soi. C'est-à-dire qu'on est mineur, au sens fort, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas où on habite, on ne choisit pas ce qu'on mange, on ne choisit pas ce qu'on fait, on ne choisit pas ce qu'on aime. Voilà, c'est un truc, c'est vraiment un moment où on vit une société qui se fait une idée, je trouve... extrêmement erroné, avec une nostalgie de l'enfance, etc. Je trouve que c'est un moment que je trouve très désagréable. En fait, je suis très content d'être adulte, justement, et libre et en croissance, quoi. Je peux parler d'un petit peu, répondre sur Hunger Games. En fait, le problème avec ces littératures, c'est que ce sont des littératures, on va dire, rebelles, mais pas révolutionnaires. C'est-à-dire que si on prend la fin de Hunger Games, par exemple, l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Katniss. Katniss, Evergreen, je ne sais pas quoi. Finalement, qu'est-ce qu'elle fait à la fin ? Alors certes, elle n'est pas toute seule déjà. Elle renverse, c'est elle qui tue le méchant à la fin, je crois quand même, mais elle renverse la dictature, etc. Et qu'est-ce qu'on propose à la fin ? Déjà, ce n'est pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une ellipse à la fin, et donc on la retrouve des années plus tard avec un mari, 2 enfants, exactement. Et en fait, cette littérature-là est une littérature majoritaire. Quel est l'horizon qu'il nous propose ? C'est grosso modo la démocratie libérale, bourgeoise, etc. Ça ne va pas plus loin. Et on peut discuter de est-ce que c'est le rôle de la littérature de former les jeunes politiquement, etc., et de leur proposer des horizons révolutionnaires. On se positionnera chacun en son âme et conscience. Non mais... Patrick. Mais voilà, il faut être conscient du contenu politique de ces œuvres-là, qui sont, c'est pas très méchant, quoi. Voilà. Et dans vos romans à vous, du coup, quelle est la part de votre révolte qui influe, en fait ? Vous avez quand même tous les trois écrit des livres assez différents. Est-ce que tous les trois, vous avez votre révolte à influer sur vos textes ?
ou est-ce que c'est du coup en écrivant vos textes que vous êtes aperçu de votre propre révolte? Ok, merci. Sympa les mecs. C'est pas dur mes questions. Non, alors, le scénario de mon roman, je l'ai écrit en 2017, tel qu'il existe là. Pour être très transparente, j'ai été effondrée au soir du premier tour de 2017. C'est pour ça que cette année, je décide pas m'y intéresser, parce que j'avais pas envie de revivre ça. Effondrée notamment de voir qu'un menteur voleur notoire avait eu plus de voix que des programmes qui tenaient la route. J'y croyais, hein, j'étais encore un peu jeune, j'y croyais vraiment. Et vraiment, j'étais très 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 mal. Et je me suis dit, en fait, ça m'a atterrée de voir, par exemple, mon beau-frère, heureusement il ne m'entend pas, qui avait 20 ans, c'était son premier vote, il ne m'entendra pas, qui a quand même voté pour François Fillon, parce que ses parents ont voté pour François Fillon, parce que c'est une forme de confort intellectuel et de conformisme et de paresse, en fait, de ne pas arriver à se remettre en question pour espérer un autre monde, alors que là, putain, les preuves, elles étaient sous tes yeux, quoi. Vraiment, ça m'a désespérée. Et je me suis dit, en fait, les gens ne sont pas prêts à renverser vraiment un système corrompu. Ils n'ont pas envie, parce que ça demande de l'énergie, ça demande du courage, ça demande du temps, et on l'a juste pas, en fait. Enfin, il faut continuer à vivre, il faut continuer au jour le jour, à bouffer et à faire le reste. Et donc voilà, du coup mon roman se termine pas sur une énorme une révolution totale et d'un système, gros spoiler, c'est non, en fait on a renversé un roi et on se choisit un tyran. Voilà. Okay. De rien. Oui. Oui, alors moi, mes livres, je les conçois et je les ai à peu près toujours conçus comme une extension de mes activités militantes. Du coup, la part de... je sais pas si j'aime bien le terme rebelle, entre guillemets, parce que je le trouve un peu galvaudé, mais ce que j'essaye d'accomplir avec le cycle de Sif, c'est d'écrire un mythe matérialiste. C'est-à-dire que en fait on parlait tout à l'heure de la figure du héros, etc. Là en fait on a un personnage principal qui n'est pas un héros, qui n'est pas anti-héros non plus d'ailleurs, parce que c'est souvent un peu les mêmes mais en connard, quoi. Donc voilà. On a un personnage en fait qui est vraiment issu de sa trajectoire, des rencontres qu'il va avoir fait au cours de cette trajectoire. Et notamment de sa rencontre avec des collectifs, un collectif en particulier. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt un travail souterrain. Alors avant, pour celles et ceux ici qui ne connaissent pas mon parcours littéraire, j'écrivais des romans qu'on a qualifiés de noirs à la Manufacture de Livres notamment, et que moi, je concevais vraiment plutôt comme des livres coup de poing, donc vraiment des trucs rentre-dedans qui se pensaient en tant que tel. Avec le cycle, ce que j'essaye de faire, c'est un travail beaucoup plus souterrain, qui essaye d'aller chercher la racine de tout ça. Et je reviens à mes marottes habituelles sur l'essentialisme versus matérialisme. Et le fait que, en gros, nous sommes des êtres à histoire. Et la façon dont on se conceptualise, dont on se projette au monde, elle est façonnée par les histoires que l'on reçoit tout au cours de son existence. Et du coup, moi, j'avais envie d'essayer de faire un pas de côté par rapport à ça. Alors, je pense que j'y arrive assez imparfaitement. C'est assez difficile à faire quand on veut quand même respecter une structure narrative, la structure narrative classique telle qu'on la connaît. Mais c'est l'objet en tout cas. Et c'est en ça que... oui, très clairement, ma volonté, elle est politique, elle est révolutionnaire. Enfin, elle est l'extension de ce que je fais ailleurs et qui ne sont pas des livres. Bon, je suis désolé, je pense que je ne vais pas du tout parler de ce livre-là. Il me paraît plus pertinent de parler de Rue, qui est mon roman antérieur, il est sorti 6 mois avant celui-là. L'édition La Talente, qui est donc un roman d'anticipation politique qui en fait, ça décrit une société qui vit dans le corps d'une bête géante
dans laquelle on suit plusieurs personnages issus qui subissent des déterminismes sociaux très très différents. C'est un roman qui est né en fait à peu près, qui a émergé parce qu'il y avait un travail de fond avant, mais un travail de sape même, je dirais, qui a émergé au moment des Gilets jaunes ou à peu près. Ça se sent dans le bouquin d'ailleurs, mais c'est un roman, c'était vraiment un truc de je suis trop en colère. Bon, je ne suis pas redescendu depuis 2019. Je suis trop en colère. Il faut que j'arrive à le formaliser dans un livre. Donc ça a été très long et très douloureux. Ma copine en avait vraiment marre. C'est bien que tu aies fini parce que tu étais chiant quand même. Vraiment, alors je trouve que c'est à la fois sa force et sa limite. C'est-à-dire que c'est un roman très âpre, je trouve. Enfin, très pas sympa, c'est pas très agréable quoi, à lire, mais en même temps, il fallait que je le fasse. Il fallait que ça vienne, il fallait que je le mène jusqu'au moment où il doit aller. Et moi, j'ai tendance à considérer que tout mon travail de littérature, à travers les romans, quels que soient les éditeurs, etc., c'est un travail de réflexion politique à ciel ouvert, en fait. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de mettre en forme, en récit, des idées, des concepts, et des concepts sur lesquels je m'interroge sur la société, etc. Donc là, effectivement, dans Rue, on va avoir des violences policières, de l'immigration clandestine avec des gens qui sont maltraités par des institutions, etc. Et il y a ce lien, c'est-à-dire que jusqu'à quel moment ça tient et quelles sont les conditions à réunir pour que ça ne tienne plus. Et c'était vraiment la question posée par le livre, et j'y réponds partiellement, mais il me semble. Et puis comment on fait quoi. Il y a vraiment ce rapport aussi à l'individu, au collectif, de par la structure du bouquin. Mais... Et donc du coup, ensuite, l'autre question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous arrivez à gérer en fait le fait d'écrire des romans qui parlent de révolte et de rébellion, tout en intégrant un système qui, aujourd'hui, s'empare de ces clichés, entre guillemets, de ces archétypes, pour en faire des personnages de héros, pour en faire du marketing, en fait. On vit dans un monde où le mythe du rebelle et de la révolte a été récupéré carrément par ce système qui dénonce. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, ça vous pose... quelle est votre vision là-dessus, en fait ? C'est pas d'aujourd'hui cette récupération en plus. Ouais, non, mais même avant ça, James Dean, Without a Cause et tout ça. Enfin, il y a vraiment une. En fait, la rébellion telle qu'on nous la fourgue ou telle qu'on nous la conçoit, et à travers des œuvres comme Hunger Games ou d'autres choses, en fait, c'est une sorte d'expression de l'ego, quoi. C'est-à-dire, même si je suis dominé à tous égards, socialement, politiquement, matériellement, dans le travail, etc., je suis quand même capable de m'extraire de ma condition et de dépasser ça par un acte de rébellion. Alors les actes de rébellion peuvent être très larges, hein. Soit je vais aller faire brûler des palettes, soit je vais aller m'acheter une coque avec une coque noire et rouge pour mon iPhone. Vous voyez, il y a vraiment, et je mets vraiment ces deux choses-là presque sur le même plan. C'est-à-dire que ce sont des actes qui nous donnent un sentiment de rébellion, qui nous donnent un sentiment de puissance qui est souvent fallacieux. Et c'est là où c'est très fort, en fait, de la part des structures du capitalisme néolibéral, mais même avant. C'est-à-dire que c'est de nous donner l'impression de s'agiter, en fait, mais sauf qu'on cogne toujours contre le bocal. Et c'est pour ça, je pense que, je reviens à Matrix un instant, pour ça que je pense que Matrix Reloaded est si douloureux pour celles et ceux qui l'ont vu à l'époque ou qui l'ont revu depuis. Je pense que c'est pour ça que le film a provoqué une telle réaction de rejet, avec notamment la scène à la fin avec l'architecte de la Matrice qui explique à Neo qu'en fait tout ce qu'il a fait depuis le début, où il avait l'impression d'être en pouvoir, il avait l'impression d'agir et de renverser tout, en fait c'était exactement écrit, et pire, 5 personnes l'ont fait avant. C'est-à-dire que tout son rapport au temps était faux. Donc maintenant, il y a ce truc-là. Il y a ce truc genre, on est tellement contrôlé que même dans notre rébellion, entre guillemets, on est contrôlé. Maintenant, c'est comment, à partir de là, on construit non plus une rébellion, mais des attitudes révolutionnaires, etc. En fait, pour répondre à ta question, Julien, que le capitalisme récupère mes figures, mon bouquin, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon sujet, etc. Tu vois, Patrick, tu parlais de la difficulté de te mettre avec, de jouer avec les structures narratives pour rentrer en souterrain. Moi, c'est bon, j'en ai plus rien à faire. On y va. On va dans d'autres structures. On y va. Le thème est important. Le propos est important. On va porter par des personnages, porter par des histoires, tout ce qu'on veut. Mais en fait,
pour être des écrivains révolutionnaires, il faut que nos livres aient des formes plus révolutionnaires. Hein, il faut qu'on arrive à écrire autrement d'autres livres, en fait, je pense. Et pourquoi pas à plusieurs, pourquoi pas des romans qui décrivent des groupes sociaux et des mouvements à très grande ampleur pour nous donner du pouvoir, quoi, pour nous donner du récit, du mythe, de l'utopie, en gros. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ceci étant, peut-être, je pense que j'accepte un peu moi le rôle que j'ai choisi. Je m'imagine pas qu'il est autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il faut des formes de transition, tu vois. Voilà. C'est pas du tout une critique. Non, je sais. Mais je sais que tu les as pas lus, donc tu serais mal placé. Moi, je suis beaucoup moins, vous l'avez vu, dans une révolte qui aboutit. C'est beaucoup plus pessimiste, on va dire. L'utopie, malheureusement, j'y crois pas trop. Mais du coup, ce que j'ai fait dans ce livre-là, pour essayer de parler du thème dont tu parlais tout à l'heure, c'est la récupération de la rébellion. J'ai mis en scène ça, en fait, dans le livre. On a un personnage qui exerce une domination économique sur l'île où se situe le roman, et qui voit arriver donc des pirates et qui se dit « Oh, un nouveau marché en dehors de l'île pour vendre mes produits ». Et puis il se rend compte qu'en fait, les pirates ont ramené une technologie qui fait que son espèce de feu magique tout pourri, il vaut plus rien. Et donc il va essayer, à rebours, d'allumer une espèce de révolte populaire sur l'île, en attisant la haine de ces étrangers qui arrivent, en essayant de les virer. Et donc la volonté de révolte qui est déjà là, qui gronde en fait dans le peuple, est très facilement récupérée par lui, même si elle finit aussi par se retourner contre lui. Voilà, c'est très facilement récupérable, malheureusement, la volonté de révolte et de tout balancer par terre. Voilà, attiser la haine d'une catégorie de la population pour essayer de renverser un système, voilà, je pense que ça sonne quelques cloches. Après, qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, après la révolte ? Du coup, moi, à mon sens, c'est justement à ça que sert la littérature. C'est-à-dire qu'effectivement, un sentiment de mécontentement globalisé, s'il n'a aucune accroche politique et aucune perspective, en fait, de fait, ça donne pas grand-chose, quoi. Juste pour répondre à ce que tu soulèves, Chris, en fait, j'ai vraiment l'impression que, et je te dis ça, je suis encore en élaboration, mais j'ai vraiment l'impression que cette question de comment faire en sorte que cette colère ne soit pas récupérée par des fachos, pour appeler un chat, c'est justement le travail de la fiction révolutionnaire / utopie, voilà. C'est-à-dire de proposer autre chose, de figurer autre chose. Je pense qu'on a une force en tant qu'écrivain, on est un type de travailleur particulier qui ont un travail intellectuel particulier qui est de figurer les choses. Et en fait, on est en capacité de dire, attends, si on prend cette situation, on peut faire à peu près les choses, mais s'organiser très différent. Et si on montre à quelqu'un qu'il est possible de faire autrement, une graine là, une graine là, une graine là, une graine là. Vous voyez, je vous dis, de toute façon, il y a un truc où, quand on est militant, révolutionnaire, à quelques degrés que ce soit, il est évident qu'on ne travaille pas pour soi-même. C'est au mieux pour les enfants, et les enfants des enfants, etc. Donc, en gros, notre travail à nous, c'est de figurer le plus possible, comme d'autres l'ont fait avant nous, hein, pour que on puisse aller vers le mieux sur un temps moyen à long, quoi. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah oui, alors, est-ce qu'il y a un micro ? Sinon, je peux venir prendre le micro. Hein. Pour rebondir sur le sujet que vous abordez, ça me semble être une racine de la problématique de la rébellion. C'est que pour qu'une révolte fonctionne, il faut une puissance émotionnelle pour le diriger et l'engendrer. Mais dans le même temps, l'opposition classique émotion et raison fait que si on est trop dans l'émotion, on est facilement récupérable et manipulable. Et c'est ce qui se passe essentiellement avec les révoltes avortées dans l'histoire de l'humanité et fatalement dans une fiction qui se doit d'être plausible pour être acceptée. Et inversement, si on n'a pas ce petit bout de raison qui permet d'entrevoir l'après et le possible et d'éviter l'écueil de se faire récupérer, c'est très difficile. Mais si ce bout de raison est trop grand, il risque d'étouffer l'émotion nécessaire à ce que ça s'embrase et que la révolution soit possible. Je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense pas que. Enfin, je pense que l'opposition émotion-raison, on a tendance beaucoup, nous les humains, à géométriser nos pensées, enfin, tu sais, hein, les extrêmes se rejoignent, la grande boucle, bon, bref. Le Tour de France.
Moi, je peux, et je pense que je suis pas le seul, éprouver une passion dévorante pour je ne sais pas, des concepts qui peuvent être très techniques en fait. Et je pense pas que les deux sont nécessairement opposés. Après, là où je te rejoins, et en fait, ça rejoint mon propos. Moi, c'est pour ça que je m'attelle à essayer de construire une histoire sur des bases matérialistes. Parce que ça me semble important de dire que oui, évidemment, il faut l'étincelle, il faut le feu, mais il faut aussi le feu. Et l'un ne suffit pas en fait. Je disais hier soir que la littérature, c'est pas qu'elle est impuissante, mais c'est qu'elle est incomplète. Moi, je suis vraiment plutôt là-dessus, quoi. Et je pense que ce que je m'attelle à essayer de chercher à faire comprendre, c'est que on n'a jamais les moyens de se révolter que si on s'en donne les moyens. C'est-à-dire, on est vraiment dans du concret, quoi. Voilà. Oui. Juste, ouais, je vais rebondir, je te rejoins tout à fait, Patrick. Je vais juste rebondir sur effectivement cette opposition esprit de géométrie, esprit de cœur. Hein, le cœur, enfin Pascal, le cœur est... Non, non, bien sûr, mais je pense que l'exercice de la raison peut-être, et souvent, en tout cas, il me semble, un affect positif. C'est-à-dire que quand on raisonne, bah, on raisonne bien, donc on raisonne du bien, donc on raisonne du plaisir, du bon, quoi. Ça nous élève, en fait. Et il y a une vraie, pour employer un terme fort, il y a une vraie jouissance dans l'exercice de la raison. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec cette opposition entre récit par récit, action, description, trop long paragraphe, digression, etc. C'est parce qu'en fait, ces longs passages dans un roman qu'on va considérer comme de l'infodump, etc., en fait, sont l'exercice d'une raison, participent d'un raisonnement et sont capables de susciter des affects positifs. Voilà. Par exemple, juste, je sais pas, je prends le deuxième chapitre, troisième, pardon, il y a un prologue de Mars la Rouge de Kim Stanley Robinson, qui est un chapitre qui se passe, ouais, je suis obligé, je suis désolé, contractuellement, voilà. J'ai un contrat avec Pocket et tout, non. Qui est un récit, c'est un chapitre qui se passe essentiellement sur l'histoire de colons sur Mars, hein, qui globalement cassent des cailloux pendant 100 pages. Alors pour le coup, c'est vraiment un exercice de raison. Quasiment strict. Enfin, il y a des histoires d'émotions qui jouent, mais voilà, c'est vraiment l'histoire de gens qui construisent des maisons en cassant des cailloux sur Mars. Il y a une vraie jouissance esthétique et donc dans les affects. Donc la jouissance esthétique par la raison peut être révolutionnaire. Voilà. Tu parlais des affects positifs que génère l'exercice de la raison, qui est à mon sens aussi très récupérable. On le voit parfaitement dans toutes les logiques complotistes qui sont exactement ça en fait. Qu'on te prend un raisonnement assez facile pour que tu ressentes tout de suite de la dopamine avec les liens que tu crées entre les différents éléments et t'es récupéré à nouveau. Donc, voilà. Je suis pas sûr que le complotisme soit l'exercice de la raison, ce serait long. Les études sociologiques qui ont étudié les personnes complotistes montrent bien que ce sont en général des personnes qui n'ont ni fait des études complètes, ni qui ont passé par exemple un CAP ou un BEP, qui sont par exemple passés après le bac, ont le bac +2, +3, et qui ont commencé à exercer leur esprit critique sans en avoir tous les outils, et qui ont la sensation de comprendre ce qui leur passe sous le nez. Et on utilise ça, en fait, on va attiser cette volonté de rationaliser le monde, de l'expliquer par la raison, et pour utiliser derrière les affects positifs, comme tu disais que ça génère aussi. Donc ça peut être révolutionnaire, ça peut aussi être subverti. Oui. Très rapidement, première chose, c'était je ne pouvais pas m'empêcher de rebondir sur les premiers romans que vous avez signalés, notamment 1984. Je voulais dire, tout le monde se touche avec 1984, il est très bien. Mais le pendant que lui a fait Orwell, qui est La ferme des animaux, est effectivement qui, pour le coup, arrive à être un récit collectif, un récit de révolution collective, un récit de révolution collective qui échoue et qui réussit effectivement à partir le début, on a viré les hommes de la ferme, et c'est comment on va réussir à faire mieux et comment on essaie et on se fait avoir. Voilà, et je ne peux pas non plus m'empêcher de rebondir sur Battle Royale, qui est le roman Un récit collectif, qui effectivement, même s'il est un peu centré sur un trio de personnages, réussit effectivement
qui en fait ne mettent pas forcément le Big Brother local à terre, mais au moins proposent un début d'étincelle de contre-révolution. Ça c'est pas mal. Arriver à faire à parler du collectif en se centrant sur le particulier. Et le dernier, c'était ce chef-d'œuvre méconnu, qui est une nouvelle qui s'appelle Repentoir, le quin dit Monsieur Tic Tac, qui il a. C'est de qui? Je suis vraiment désolée. J'ai oublié le nom du. Je sais qu'il a reçu un prix. C'était il date des années 60 ou 70. C'est vraiment une très vieille nouvelle. Ce qui est un coup de génie, c'est-à-dire que au sens où on est très loin entre guillemets du personnage principal, l'action est un petit peu décousue. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour le coup le personnage est une excuse pour parler du collectif. C'est-à-dire que c'est vraiment un type, donc ce monsieur Harlequin qui vient, le monde est géré par le monsieur des horloges, donc monsieur Tic Tac, qui dit quand on a le droit de faire ci, quand on a le droit de faire ça, etc. Sinon on bouffe littéralement des années de vie aux gens quand ils sont en retard, littéralement. Et en fait, Harlequin, mais de bien mettre des coups de pied dans la fourmilière, notamment en fait en faisant des retours à l'enfance, notamment à un moment il distribue 5 tonnes de bonbons dans la rue, ça met tout le monde en retard, donc c'est la folie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce Harlequin, en fait, c'est le feu aux poudres. C'est-à-dire, limite de lui, on s'en fiche, il n'est pas important. Il est important parce que c'est un déclic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Harlequin a, c'est moi l'expression, foutu le bordel, les gens commencent à se poser des questions, à se dire « Ah tiens, mais si on se permettait des choses ?» Et en gros, là, le héros est l'excuse, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il donne au collectif. Voilà. Et ma question, qui rebondit un petit peu avec celle du monsieur derrière, c'est en soi... je crois que j'ai oublié la question, excusez-moi. Ça arrive. J'avais trouvé quelque chose. En fait, c'était la question de la violence. Parce que... quelque part, quand pareil, tous ces récits d'adolescents qui sont des récits très didactiques, on est quand même dans la mesure de la violence, non, peut-être qu'à un moment la question de la violence se pose, la question de, c'est Patrick qui parlait du feu, oui, d'un moment, est-ce qu'il ne faut pas aller arracher, aller être dans l'agressivité, parce que en fait là il n'est plus question de violence, il est question de survie. Voilà, et voilà. Désolée, j'ai oublié votre question. C'était vraiment plus, c'était super intéressant. Ma question c'était le fait que pour motiver une révolte, il faut de l'émotif, du ras-le-bol, justement c'est ça. Merci beaucoup. Qui est symbolisé par le super. Non mais en fait c'était tout ça. Ça peut être un feu non violent aussi, puisque la violence peut se traduire par des actes non violents, mais tout aussi subversifs. Alors pour le coup, ça m'a fait penser à ma question. Ma question c'était, est-ce que c'est pas l'absence de on va gérer les émotions c'est mal, attention on va rester dans la raison, est-ce que c'est pas l'ultime excuse du capitalisme? Moi, c'est une question dont je traite très littéralement dans les bouquins. C'est une question, comment est-ce que je peux formuler ça, moi, j'ai eu à me poser personnellement aussi. Du coup, pour moi, non. Le feu, c'est violent. Il faut accepter. Je crois qu'une des peut-être même la chose sur laquelle repose la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la confiscation de la violence légitime par l'institution, et le fait que qu'en gros, en fait, on arrive aujourd'hui un peu l'aboutissement de ça en France, où très concrètement, aujourd'hui, pour le coup, je vais être un poil pessimiste, mais même si on avait une violence, une volonté révolutionnaire réelle et suffisamment répandue pour que on puisse se poser la question. Le fait est qu'on a une population désarmée qui ne sait pas faire la guerre, et qu'en face, il y a des hommes armés qui savent faire la guerre. Et en fait, l'institution, quand on enlève tous ces oripeaux mignons de les lois, les traditions, égalité, fraternité, machin, in fine, le pouvoir est détenu par les gens qui manient la violence, qui détiennent le pouvoir de la violence. Et donc, moi, je milite, entre autres choses, pour une réappropriation de la violence qui nous est confisquée, de notre droit à exercer de la violence contre quelque chose qui nous fait violence. Et je pense que c'est très...
on est dans un rapport au monde qui est très infantilisé, je trouve. Et au-delà de ça, moi, ma réflexion en tant qu'anarchiste vis-à-vis de l'institution elle-même, c'est qu'en fait, c'est très facile de massacrer quand on délègue son pouvoir personnel de violence, quand on la délègue à une institution, parce qu'en fait, du coup, ça te concerne plus vraiment. Donc tu vas avoir, une armée qui va arriver et qui va tuer des gens plus ou moins en ton nom, mais en fait c'est pas vraiment toi. Toi tu as délégué le truc, ça ne t'appartient pas. Et ce qu'ils font finalement, ce qui est l'échelle de l'atrocité qui est rendue possible par la délégation du pouvoir individuel au collectif, dans ce cadre-là, en tout cas à l'institution. Pour moi, me semble 1000 fois plus mortifère que le fait de rester dans un rapport au monde où chacun détient son rapport à la violence. Voilà. Pour te répondre juste sur la littérature ado et jeunesse qui contient la violence, j'écris pas de littérature jeunesse, mais je l'ai étudiée, c'est pour ça que j'en parle un peu. Il y a quand même une réflexion là-dessus dans ces récits-là où c'est quand même quasiment toujours par la violence physique, et une violence physique assez trash quand même, que les ados vont aller renverser le pouvoir en place. Et d'ailleurs, souvent, quand on le voit dans les adaptations en film, notamment dans les espaces du pouvoir, on passe d'un coup à des esthétiques très pures, extrêmement blanches, voilà, très propres par rapport à toute la saleté qu'il y avait du côté des ados qui se tapent dessus et qui s'entretuent. Et pourtant, d'un coup, on a une impression de violence qui est décuplée. On se rend compte, voilà, où est la véritable violence, en fait, par qui elle est exercée. Il y a quand même une réflexion là-dessus. Excuse-moi, parce que du coup, en fait, je suis un peu parti en tangente et j'ai pas répondu exactement comment je le voulais à ta question, mais pour essayer de rectifier le tir. Par rapport à l'idée que, en fait, pour moi, une violence une violence qui surgit uniquement de l'émotion, c'est-à-dire la rage, en fait, c'est souvent extrêmement légitime, mais c'est souvent extrêmement inefficace. En fait, les raisons aussi pour lesquelles l'institution verrouille la violence légitime, c'est parce que c'est une violence qui est rationalisée, qui est pensée et qui est appliquée très froidement, très méthodiquement et très efficacement. Et du coup, j'entends, je pense qu'effectivement, il faut une étincelle. Mais si derrière, il n'y a pas aussi une forme de rationalisation de son rapport à la violence, ça me semble un peu casse-gueule, quoi. Voilà. Et donc, juste pour répondre sur la question de la raison, il y a plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, il me semble qu'il y a pour le dire vaguement, la droite, le capitalisme, etc., les représentants de pouvoir bourgeois, une tendance rhétorique à en appeler hypocritement à la raison. C'est-à-dire que, là, je pense que tu as raison de le soulever, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on va avoir, même sur un truc aussi simple qu'un plateau télé, tu vois, genre, tu vois, tu as un plateau télé, tu as un Philippe Poutou qui est espèce de voleur, facho, machin, etc. On lui dit, enfin, monsieur Poutou, il faut savoir raison garder. Et en fait, ça part d'un principe qui est extrêmement dur, et qui moi, je trouve faux, qui est qu'on pourrait perdre la raison. C'est-à-dire que notre raison, c'est notre arme. Nous sommes des êtres de raison, certes d'émotion, mais en fait les deux ne sont pas séparés. En fait, on n'est pas clivés à ce point-là, je pense pas. Et notre plus grande force en tant que révolutionnaire, gens de gauche, c'est justement cette raison. Je pense qu'il faut garder je n'ai pas envie de dire la foi pour pas rentrer dans le vocabulaire de la religion, mais la conviction, non pas la persuasion, la conviction, le feu, la conviction que nous avons raison. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'avais raison. Ah oui. Il faut garder la conviction dans notre raison. Et je reprends juste un truc. Est-ce que vous avez vu Astérix Mission Cléopâtre ? Ok. Donc vous avez vu le début avec à mon beau-fils et l'eau des crocodiles. D'accord. Donc Cléopâtre se plaint que l'odeur de l'eau des crocodiles est vraiment infecte, etc. Et qu'il faut changer l'eau des crocodiles. À mon beau-fils de lui répondre, mais enfin, j'ai installé le changement de l'eau des crocodiles comme on a toujours installé l'eau des crocodiles. J'ai fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et en fait, l'exercice de notre raison qui s'appuie sur nos affects, qui s'appuie sur nos sentiments, la colère est un puissant inducteur de raisonnement.
Si vous voulez, quand on est, je sais pas, la semaine dernière, rue du premier tour, putain, 400 000 voix, merde, etc. Voilà. Bon, bah en fait, ça fait appel à notre raison. Le feu sert notre raisonnement et sert notre force. Les gens en face sont des gens d'une paresse intellectuelle terrible. Ces gens sont idiots. Au sens plus fort, ils sont imbéciles, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'appui. Ils ne peuvent pas marcher tout seuls. Et ces appuis sont effectivement les institutions de la violence dite légitime. D'accord ? Donc il faut récupérer cet appel à la raison. D'accord ? On n'est pas des gauchistes sympas, qu'on est là genre oui, ah là là, l'utopie c'est cool, ouais, le camp du bien, etc. C'est pas ça. On n'est pas là pour dire oui, on veut que tout le monde soit heureux, etc. Oui, bien sûr qu'on veut que tout le monde soit heureux, c'est le but. Mais par contre, nous avons des raisonnements et nous nous appuyons sur des raisonnements. Être révolutionnaire, c'est s'appuyer sur les rapports du GIEC, par exemple. Voilà, ça c'est un outil révolutionnaire, fondé sur la raison. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, la raison nous appartient. Elle n'appartient absolument pas à ces gens qui sont des menteurs. Voilà. Et des hypocrites. Une dernière question, j'écoute. Sur la dichotomie entre dystopie et utopie que vous avez un petit peu évoqué pour un moment, où on aurait d'un côté la dystopie avec un héros seul contre tous qui au pire échoue, au mieux réussit à réinstaller une démocratie molle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité, entre guillemets, hein, de la science-fiction et de la fantasy de gauche à vraiment essayer de rétablir un rapport de force avec l'utopie pour proposer des alternatives, pour proposer des imaginaires qui, à gauche, ont tendance un petit peu à s'essouffler parce que, en face, on a un appareil médiatique, étatique, qui est absolument gigantesque et tout puissant. Et du coup, on va revenir sur du très concret avec Mélenchon qui parle de science-fiction et qui est un des seuls à gauche qui a vraiment essayé de proposer un imaginaire. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas cette idée, ce besoin dans la littérature de genre de gauche d'essayer de proposer, comme on fait Ursula Le Guin, comme on fait Ian Banks, comme le fait Ada Palmer avec Terra Ignota, de proposer des sociétés idéales qui donnent envie d'y vivre et qui du coup nous donnent envie de se donner les moyens de pouvoir y vivre. Alors du coup, je vais faire un rebond sur Patrick. Donc, vous avez raison, absolument. Juste, quand vous parlez, l'utopie, c'est pas une société idéale. C'est ça le truc. Je pense que l'utopie, c'est une société autre, meilleure. Un objectif, un horizon. Et cet horizon, pour qu'il soit, pour qu'il ne soit pas seulement descriptif et qu'il puisse être performatif, c'est-à-dire qu'il s'imprime en nous et qu'il fasse, pour le coup, qu'il mette en branle nos affects. Excusez-moi, je fais du lordon dans le texte un petit peu, mais voilà. Voilà. Il a besoin de s'appliquer sur la raison et surtout sur une réalité matérielle. Et c'est là où le terme que employait Patrick tout à l'heure de matérialisme est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en tant qu'écrivain de fiction, nous avons la puissance par la fiction de figurer de manière matérielle l'organisation matérielle d'autres sociétés qui nous servent ensuite, qui nous reviennent dans le réel. Et c'est ce que font finalement la droite. C'est-à-dire que c'est la fameuse citation de Chine-Damieville. Nous vivons dans une utopie, seulement c'est pas la nôtre. Voilà, c'est l'historien Johan Chapoutot a très bien expliqué dans La Loi du sang à quel point le Troisième Reich et le parti nazi, etc., était une force utopique. C'est-à-dire que ça proposait un horizon positif, fondé sur des affects positifs. Et donc du coup, charge à nous de faire ça. Et nous, on fait ce travail, vous le lisiez, et puis voilà. Et on se voit sur les barricades. Moi, il m'avait foutu une claque, j'avais que 14 ans. En gros, le synopsis, on découvre sous les glaces une capsule bizarre et on réveille des gens qui sont à l'intérieur, qui viennent du passé. Mais on se rend compte que ce passé était plus évolué que notre actualité, on va dire. En gros, l'histoire, ils étaient très évolués et ils ont fini par se faire exploser la gueule et par changer carrément les continents. D'accord ? Donc la Terre est devenue telle qu'elle est maintenant, avant les continents étaient complètement différents. Je me suis dit, en fait, finalement, c'est ça à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on est des barbares, et puis on évolue
se fait exploser la gueule. Et après, on recommence tout pareil. Et j'aimerais bien, alors il y a peut-être un roman qui existe comme ça. J'ai jamais trouvé de solution alternative. C'est toujours le même schéma en fait. Un roman chacun en réponse à Barjavel. Un roman chacun en réponse à Barjavel. Non, j'en ai pas qui me viennent là, mais après, il me semble que on retrouve ça dans la fiction parce que c'est ce qu'on retrouve plus ou moins dans l'histoire, non? Non? C'est une flèche l'histoire? Ah bon, d'accord. Il y a une proposition. C'est pas vraiment. C'est plutôt un roman où le système s'explose lui-même. Ça s'appelle Cristallisation secrète. Ouais, de Ogawa Enoch. Et est-ce qu'il y a un. Comment dire? Parce que souvent, c'est. Allez, on casse tout, on pense pas à l'après. Est-ce qu'il y a un après? Voilà. Il n'y a pas d'après, mais voilà. Le système en lui-même. Non, faut dire le livre. Oui, mais vraiment, le système lui-même s'effondre à cause de lui par lui-même. Et il y a un renouveau qui est possible. D'accord. Mais on finira par faire pareil de toute façon, à long terme. Du coup, non. Non, sûr. On va finir sur 5 minutes là. Vas-y, pour finir. Un roman et une pensée. Alors moi, c'est pas un roman qui va parler de qu'est-ce qu'on fait après. C'est un roman qui parle de qu'est-ce qui est maintenant. Et du coup, qui pour nous veut dire qu'est-ce qui pourrait être. Maintenant, j'ai eu la chance et l'honneur d'écrire une préface récemment pour un livre qui n'est pas encore paru, mais qui paraîtra très bientôt aux éditions Argile, qui est un livre de Margaret Killjoy, qui s'appelle Un pays de fantômes. Et je te recommande très vivement la lecture de ce livre. De rien. Et j'aimerais aussi juste faire une petite parenthèse autour de la notion d'utopie, puisqu'on en parle. Il y a une chose, à mon sens, qui nous handicape fortement dans la manière dont on conceptualise l'utopie, c'est que on nous a appris, et ça c'est à mon sens un peu un résidu de la philosophie chrétienne de laquelle nous, occidentaux, sommes plus ou moins imbus. C'est l'idée que, en fait, pour qu'une société soit désirable, il faut qu'elle soit pérenne devant l'éternel. En fait, ça, c'est le rêve que nous vend la société dans laquelle on habite. Et c'est comme ça qu'elle se présente, en fait, comme étant monolithique, comme étant l'unique possibilité. D'ailleurs, elle ne vend pas vraiment du rêve quand elle fait ça, parce qu'elle se présente généralement comme étant le moins pire. Et du coup, ça c'est aussi à mon sens quelque chose qu'il faut défaire. C'est pas parce qu'une société expérimente quelque chose durant 15 ans et passe à autre chose, ou évolue, ou change, ou migre, ou mute, ou s'éclate, que ce n'est pas un avenir désirable. Mais nous on n'apprend pas à en fait, à être acteur. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est très infantilisé en fait dans notre rapport au monde, dans nos rapports aux sociétés, et du coup, ça, on est tout de suite là, oh là là, à poser des questions un peu stupides sur oui, mais si jamais il se passe ça, comment est-ce qu'on fait et tout. En fait, oui, voilà, on verra en fait. Est-ce que ça peut être pire que ce qu'on a maintenant? Difficilement, quoi. Enfin. Juste. Alors, je vais pas, pour répondre sur Barjavel, ça fait très longtemps que j'ai pas remis le nez dans la nuit des temps et je peux pas vraiment parler dans le détail, mais j'entendais monsieur devant là évoquer l'Atlantide et je pense que c'est à raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très cynique, moi, je trouve, chez Barjavel, voire franchement réactionnaire, dans la mesure où ce qu'il évoque, c'est le mythe d'un âge d'or. L'Atlantide, c'est ça, c'est le mythe d'un âge d'or qui a sombré, etc., par la faute des dieux. Et du coup, ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous dépossède de notre pouvoir, en fait. Si on se dit c'était mieux avant et on est condamné à échouer, en fait, forcément, on va échouer, quoi. Il y a un truc téléologique là-dedans. Je pense qu'on peut... Voilà, il y a presque un côté... je pense que dans la lutte et dans l'instinct utopique et dans la conception de récits révolutionnaires, il y a presque quelque chose de Cyrano de Bergerac. Bien sûr, c'est se battre toujours, mais pas dans l'espoir du succès, et c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Alors, je suis désolé, je cite de travers. Mais c'est acte 4, je sais plus, on s'en fout, la fin. Et donc, bien sûr que tout est contre nous. Bien sûr qu'on n'est rien du tout, bien sûr qu'on est là comme des couillons à 3 avec nos pauvres bouquins, etc., contre des mecs qui sont capables de nous envoyer 14 000 CRS, machin, etc. Mais en même temps, si on le fait pas,
personne ne le fait. Il ne faut jamais se laisser déposséder de notre force d'agir et de notre force de penser. Voilà. C'était pas mieux avant, ce sera pas pire après. Et ce sera ce qu'on en fera. Voilà. Et je pense que l'objet de la lutte, c'est pas la victoire. La révolution est permanente et elle se suffit à soi-même, à mon sens. Chris, tu veux dire un petit mot quand même? Non, mais ça me faisait penser à ce qu'on disait au début. C'est plus beau lorsque c'est inutile. Non, mais c'est vrai, peu importe l'issue, en fait. Si tu agis pas, tu meurs. Donc, non, mais si c'était pas forcément mieux avant, ce sera pas pire après. Je sais pas si ce sera mieux après, mais en tout cas, essayons. On va être dehors. Fumer une cigarette devant. Voilà, et puis après, les auteurs seront en rencontre, donc on pourrait discuter avec eux après. Voilà. Merci beaucoup. Merci.